Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi dans ta super maison. On s'y sent vraiment bien, ça sent bon. Tu m'as fait sentir moment magique, donc ça y est, je suis dans le mode moment magique. Donc je suis très contente de parler de ça avec toi. C'est Emma Cotteret qui a fait le parcours de formation moment magique, qui m'a fait découvrir ça, et je trouve vraiment génial. Je pense que enfant, je suis jalouse presque des enfants qui vont bénéficier de ça, parce qu'enfant j'aurais adoré participer à ces ateliers. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir mon moment magique et que tu nous parles de toute cette expérience, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, ce que tu peux nous dire de toi? Avec plaisir. Moi, j'ai 44 ans et demi. Le et demi est important comme pour les enfants. J'ai donc 2 enfants qui ont 8 ans et 15 ans. J'habite sur Aix-en-Provence depuis une dizaine d'années. Et puis, j'ai eu un parcours de vie assez riche où j'ai pu faire plein de choses. J'ai commencé par, quand j'étais ado, à être animatrice dans des centres aérés et des colos. Et j'ai adoré cette période de contact avec les enfants. Et puis après, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai dû faire des stages dans l'entreprise et je ne pouvais plus faire des colos l'été. J'étais très triste. Et en sortant de mon école de commerce, j'ai passé 10 ans dans des agences de communication avec un rythme de vie qui était assez intense. Et puis, quand j'avais 33 ans, j'ai fait ce que j'appelle les 4D. J'ai divorcé, j'ai démissionné, j'ai déménagé et j'ai déprimé. Et c'est là où j'ai découvert le monde du développement personnel et du bien-être. Et j'ai pris une pause pour moi pendant 2 ans où déjà j'allais pas très bien, donc c'était un peu grosse traversée du désert. Ma grande était toute petite à l'époque, elle avait 4 ans et demi. Et puis j'ai pris le temps d'expérimenter et d'accepter tout ce qui venait à moi. Donc j'ai découvert le monde des thérapies alternatives, on va dire. Je fais beaucoup de kinésio, beaucoup de psy. Je me suis mise au yoga, je me suis mise à la méditation. Je suis devenue végétarienne. J'ai pris le temps de vivre. Changement de vie radical. Changement total, ouais. Et puis et j'ai découvert aussi au milieu de tout ça le monde de l'éducation positive, la parentalité bienveillante. Il y a un peu plusieurs appellations. Et puis j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt en fait quoi. Et tout ce que je découvrais, tous ces outils, toutes ces clés, toutes ces rencontres que je faisais, j'ai pris le temps. Je travaillais pas, donc j'ai pris le temps de lire, d'aller écouter des conférences, de regarder des vidéos, de vraiment creuser tout ça. Et j'ai commencé petit à petit à transmettre ces outils avec ma fille. Donc, parce que pour elle, la séparation aussi, changement de vie, ça va être un peu difficile aussi. Et puis on a commencé à faire des petits trucs de respiration toutes les deux à la maison, des petits massages, des petits jeux pour. Je me suis rendu compte qu'on avait des émotions et qu'en fait c'était sympa de comprendre nos émotions plutôt que les cacher, de les vivre. Et donc voilà, c'était un peu. C'est comme ça que je suis arrivée finalement à créer mon moment magique de fil en aiguille. Ok, trop chouette. C'est à force donc d'être rentré d'avoir découvert le développement personnel, toutes ces techniques, tu t'es rendu compte que ça faisait du bien aussi à ta fille, c'est ça? C'est ça, ouais. Et du coup, c'est là où t'as décidé de lancer Moment Magique. Un jour, j'ai fait beaucoup de cercles de femmes aussi. Ça a été vraiment un outil thérapeutique qui m'a énormément aidée. Et un jour, je suis allée dans un cercle avec ma fille. On se tirait des cartes parce que j'ai découvert aussi les oracles, etc. Et ça, j'adore. Et c'était les cartes de l'enfant intérieur, je me rappelle. Et Tess, ma fille, a tiré une carte. Je sais pas, il y avait un espèce de moment de grâce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'ai regardé ma copine qui faisait les cercles et j'ai dit mais il faut trop qu'on fasse ça pour les enfants. Et c'est comme ça que mon moment magique est né. Au début, ça s'appelait les cercles magiques. D'accord. Donc ma copine faisait les cercles pour les mamans dans son salon et moi je faisais les cercles pour les enfants dans la chambre de sa fille. Okay. Et puis juste le cercle de parole, c'était bien mais c'était pas assez ludique pour les enfants. Donc j'ai voulu rajouter des petits rituels plus pour jouer, plus pour être en contact avec son corps, pardon. Donc du coup, au lieu qu'il y ait un cercle, j'ai mis au début un petit tour de présentation avec les émotions. J'ai voulu rajouter une relaxation, un temps de dessin, et c'est comme ça que les ateliers se sont ritualisés. Et c'est comme ça que c'est devenu mon moment magique en fait. Ouais, il y a Cosmos ton chat qui veut participer au podcast. Ouais, Cosmos c'est mon petit collègue magique en fait. C'est pour ça du coup il vient, il est sur tous les trucs de MMM, il est là. Ah mais nickel. Oui, d'accord. Donc oui, c'est de là où du coup tu t'es dit OK, faut rajouter des trucs pour les enfants parce que parler ça va pas, ça risque de les ennuyer peut-être aussi au bout d'un moment. Donc moment magique,
si j'ai bien compris, c'est des ateliers pour les enfants, pour les parents, où on vient partir à la découverte de son corps, à la découverte de ses émotions, c'est ça? C'est ça, c'est de l'éveil ludique au développement personnel. Ouais. Pour les enfants à partir de 3 ans. Donc les premiers ateliers qui ont été créés, c'était pour les 6-11 ans. Donc ça s'appelle MMM, donc Moment Magique Junior. Et puis de fil en aiguille, il y a d'autres formats qui ont été créés pour les petits, pour les femmes. Parce qu'il y a toutes mes copines qui me disaient mais tu veux pas faire ce que tu fais pour les enfants pour nous? On fait des ateliers en duo aussi avec un parent, un enfant. On en fait dans les écoles, sur les temps périscolaires. Et du coup, au fur et à mesure, les publics se sont un peu élargis pour que toute la famille puisse profiter, avoir son format d'atelier dédié. Ouais, son moment magique à lui. Exactement. Donc, quel genre de thématique vous abordez dans ces ateliers? Alors, chaque atelier, lui, il a un thème. Et ce thème est exploré à travers plusieurs rituels bien-être et les rituels varient en fonction de l'âge des participants. Les thèmes peuvent être super variés, ça peut être l'amitié, ça peut être la rentrée des classes, ça peut être Noël, ça peut être les accords Toltec, ça peut être les émotions, la colère, la confiance en soi, le sommeil, ça c'est des thèmes que les parents adorent et qui font aussi bien sûr du bien aux enfants. Mais on peut aussi faire un atelier sur les licornes, enfin il y a vraiment tous les thèmes possibles et inimaginables. D'accord, donc vous prenez un thème, mais vous restez que sur ça, c'est-à-dire par exemple, on fait pas toutes les émotions, on prend que la colère et on vient l'explorer. Ça dépend. La semaine dernière, j'ai fait un atelier avec des tout petits justement sur la couleur des émotions, et là, on a exploré toutes les émotions. Après, avec les plus grands, des fois, on fait des cycles d'ateliers aussi, et du coup, on va pouvoir aller explorer une émotion par atelier. Donc, tous les ateliers sont différents. Pour que les enfants qui reviennent une fois sur l'autre aussi, à chaque fois, ils vivent aussi une nouvelle expérience. Ouais, donc il y a pas de règles finalement dans ces ateliers, quoi. Alors les règles qu'il y a, c'est il y a un déroulé qui est quand même fixe. Il y a une trame qui a été construite en fonction de l'âge des enfants, en fonction de leurs besoins. On a regardé du côté des neurosciences, de la psychologie positive, des besoins des enfants en fonction de chaque tranche d'âge, etc. Donc ça a vraiment été réfléchi en amont, le déroulé. Et puis après, il y a quelques règles, mais pas trop, parce qu'on veut que ça soit vraiment un moment de pause aussi, où les enfants ils peuvent être eux-mêmes. Donc ils sont assis en cercle. Donc on essaie de soigner le centre de cercle pour que ça soit joli, en rapport avec le thème de l'atelier. Et on a un nuage qui sert comme un mini coussin, c'est un bâton de parole qui sert de doudou, qui fait le lien entre tous les participants de l'atelier. Et la seule vraiment règle de l'atelier, c'est si c'est toi qui as le nuage, tu parles, et si t'as pas le nuage, t'écoutes celui qui a le nuage. D'accord. Et on a un petit son magique aussi qui a un petit carillon, qui peut être un bol tibétain. Et quand les enfants entendent le son, on leur demande de se rasseoir à leur place. Des fois, ça part un petit peu dans tous les sens, ça permet de ramener le calme dans l'atelier. Et surtout, la règle principale, c'est qu'ils sont là pour s'amuser, pour se détendre, pour se faire du bien, pour être eux-mêmes. S'ils ont pas envie de faire un rituel, ils sont pas obligés de le faire. Et que ça soit vraiment cool. Ok. Ça, c'est super important. D'accord. Donc, t'as parlé qu'il y a un déroulé. Donc, c'est 9 rituels, c'est ça? Est-ce que tu peux nous Alors ça dépend des tranches d'âge. Les ateliers qu'on fait le plus, c'est les ateliers donc pour les juniors, pour les 6-11 ans. On commence par un tour de présentation où chaque enfant va dire son prénom, son âge, et puis on les invite aussi à partager leur état émotionnel du moment. Est-ce qu'ils arrivent avec de la fatigue, avec de la colère, avec de la tristesse, avec un peu de stress? Peut-être qu'ils appréhendent, c'est la première fois qu'ils viennent dans un atelier et du coup ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ou au contraire, ils sont surexcités. Donc pour qu'ils puissent s'interroger et dire tiens, moi avec quoi j'arrive aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens? Après, on a un cercle de parole, on partage une histoire aussi. Cercle de parole, c'est-à-dire on rebondit par exemple sur l'état, ce que la personne vient de dire au début. Ou alors on lance un sujet, peut-être en rapport avec le livre ou en rapport avec le thème. Ça peut être pour partager des expériences, ça peut être pour se projeter sur un rêve qu'ils auraient. Ça peut être sur les faire réfléchir sur un sujet particulier. On leur lit une histoire aussi. On a un temps qui s'appelle la bougeotte, qui est pratique corporelle. Alors ça peut être de la danse, du yoga, des arts martiaux, ça dépend de l'atelier, de la personne qui l'anime, ça dépend de plein de choses. Donc ça c'est pour les dépenser, c'est ça? Ouais, pour qu'ils puissent se défouler, c'est ça. On a un temps de jeu coopératif aussi. On a un rituel qui s'appelle le Macagique. Ça c'est le rituel qu'on a créé, c'est un peu notre rituel phare qui est inspiré des haka, et qui est vraiment un temps de connexion à soi, au groupe, une espèce d'hymne à la vie que les enfants adorent et qu'ils apprennent par cœur et qu'on retrouve ça dans tous les ateliers. Donc ça
ça se passe comment? C'est quoi exactement? Alors ça dure 2 minutes et demie, je crois, et puis il y a une musique, il y a des mouvements où on les guide, donc il y a un peu des arts martiaux, on tape dans les mains, on fait une grimace, on rigole, on se touche les mains avec le groupe, on respire, on se prend pour des animaux, des poissons, des aigles, etc. Donc c'est un peu comme le haka au rugby, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. D'accord, ok, très bien. Donc c'est notre Macagique. Oui, ils adorent, ils sont fans du Macagique. Et puis on a un rituel qui est plus doux aussi, qui est plus de l'automassage ou de la respiration. On a un temps de créativité. Et puis le dernier rituel, c'est une relaxation pour que chacun puisse aussi bien se détendre dans sa bulle. Et selon les ateliers, selon les thèmes, selon les personnes qui animent les ateliers, on choisit l'un ou l'autre des rituels. Au total, il y en a 8 à faire. Nous, on en propose 12 pour que les ateliers soient différents, que les ambassadrices qui animent les ateliers, ça résonne aussi en elles et que tout le monde passe un bon moment au final. Ouais. Mais ça commence toujours par l'état émotionnel, il y a toujours le Macagique au milieu et ça finit toujours par une relaxation. Ça, c'est vraiment les points forts. Et après, au milieu, ça varie en fonction de plein d'éléments. Ouais. Donc, par exemple, pour les plus petits, parce que j'ai un souvenir de moi quand j'étais plus petite et qu'on m'a amenée au centre aéré et que j'arrivais, je pleurais, non, me laissez pas là. Enfin, c'était comme si on allait m'abandonner et c'était horrible. Du coup, ça arrive qu'il y ait des enfants qui arrivent comme ça avec des grosses émotions et que du coup, ils apprennent à mettre des mots dessus sur ce qu'ils ressentent à ce moment-là et... Pour les ateliers pour les petits, on sait MMM mini, l'atelier il dure 45 minutes et on prévoit en plus un quart d'heure de temps de transition avec les parents pour que justement ils puissent avoir le temps de dire au revoir à leur maman, parce que souvent c'est les mamans qui accompagnent. On s'assure que l'enfant sait où va être la maman pendant l'atelier pour qu'il puisse être rassuré aussi. Les mamans rentrent aussi dans la salle pour aider les enfants, ils viennent avec leur doudou et puis au milieu de l'atelier il y a des peluches et on leur dit tiens, choisis une peluche qui va t'accompagner pendant tout le temps de l'atelier, choisis après le coussin où t'as envie de t'asseoir, ta maman peut venir avec toi pour aussi choisir ton coussin et ta peluche, comme ça tu lui présentes, elle verra où t'es, toi voilà, est-ce que tu sais aussi où est ta maman et sur ce petit quart d'heure là aussi, on peut leur faire un petit temps de coloriage où les mamans peuvent rester et après quand elles sentent que les enfants sont bien, elles y vont, ou des fois c'est les enfants qui disent c'est bon maman tu peux y aller. Allez vas-y. Mais ce temps de transition et d'accueil, et des fois c'est les mamans aussi qui sont stressées de laisser leur enfant parce que 4-5 ans ils sont petits, donc en général ça permet de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Et après les tout petits, on leur demande pas d'exprimer directement leurs émotions parce que c'est plus dur. Par contre dans le tour de présentation du début, ils présentent leur peluche en fait, en disant tiens moi ce nounours il s'appelle Tom, il aime beaucoup manger des frites, il est un peu peureux quand il entend des bruits et puis il joue au foot et donc ils vont avec leur imagination présenter la peluche qu'ils ont choisie et du coup parler d'eux aussi à travers cette peluche. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment chouette. Du coup, ça fait que généralement les enfants quand ils arrivent, ils sont là, ils sont bien, ils sont contents et ils sont ouverts à ce qui va arriver du coup. Des fois ils peuvent être un peu timides, un peu gênés, etc. Et on les voit qui se détendent au fur et à mesure de l'atelier. Et à la fin de l'atelier, ils veulent plus partir, ils sont trop contents, ils sont collés à nous. Ouais. Est-ce que tu as des exemples peut-être d'enfants est-ce que tu as déjà fait face à ce genre de cas, tu vois, des enfants qui étaient peut-être qui avaient une problématique, on va dire, et que grâce aux ateliers, ça les a aidés à s'apaiser, à se faire des copains ou à gérer mieux leurs émotions. Je me rappelle de 2 petits garçons au début où je commençais les ateliers qui étaient hyper dynamiques, on va dire, qui m'aient bien perturbé l'atelier. D'accord. Et c'est un beau challenge ça. C'était un super challenge. Quand après leur maman m'ont dit vous prenez une carte d'abonnement de 10 ateliers, j'étais là non. Et après je me suis dit OK, en fait ils en ont besoin, tu vas relever le défi. Et j'ai vu au fur et à mesure des ateliers comment ils se détendaient, comment ils prenaient des moments aussi quand ils sentaient qu'ils étaient ils avaient moins envie d'être dans le rituel, du coup ils se mettaient dans leur coin puis ils revenaient au rituel d'après, et puis je le voyais qu'après qu'ils fermaient les yeux pour respirer, et puis qui était du coup participatif pour m'aider, tiens c'est moi qui vais distribuer les feutres maintenant qu'on fait le dessin. J'ai vraiment vu cette évolution, on partait de loin pourtant, et j'étais fière de voir à la fin du cycle, à la fin de l'année en fait comment ils avaient évolué aussi. Ouais. Ok. Je me rappelle d'une petite fille aussi qui était hyper timide, hyper réservée, hyper renfermée sur elle-même, qui
collé à moi alors qu'elle me connaissait pas, mais j'étais devenue son repère, qui n'a pas ouvert la bouche de tout l'atelier et qui voulait vraiment pas du tout parler. Et on termine les ateliers avec un petit cercle de clôture où ils peuvent exprimer comment ils se sentent maintenant, quel est le moment qu'ils ont préféré pendant l'atelier. Et là, elle a pris le nuage en premier pour parler et tout le monde l'a regardé, on était tous hyper surpris et elle a dit qu'elle avait adoré tout l'atelier. Je sais plus quel rituel elle avait préparé, elle avait préféré, mais c'était trop mignon de la voir et en fait elle avait vécu l'atelier pleinement même si elle avait pas ouvert la bouche et un peu j'avais les larmes aux yeux de la voir tout d'un coup comme ça et tous les enfants étaient tous hyper touchés aussi de voir comme tout d'un coup elle s'était ouverte, quoi. Ouais. Donc, du coup ça montre à quel point je pense du coup ça permet de créer quand même un endroit sécure pour parce que quand un enfant je pose à des problématiques c'est que il a des insécurités etc. et créer ce cadre, ça doit aider. Est-ce que tu penses aussi le fait que ce soit ritualisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils savent un peu ce qui va se passer, ça les aide? Bien sûr. Et puis on a des panneaux dans l'atelier où on a les rituels qui sont indiqués, donc ils savent aussi ce qu'il va y avoir après. On a des petites cartes aussi au centre du cercle qu'on retourne au fur et à mesure des rituels. Donc on demande aux enfants d'ailleurs de retourner les cartes, on les rend aussi acteurs. Donc d'avoir ce cadre qui est toujours le même, ça permet de poser des bases. Ils ont toujours aussi la même personne qui anime l'atelier, donc ils ont des repères. Et le nuage aussi, c'est un repère qui est rassurant. Nos nuages, alors il y a des nuages de toutes les couleurs, de toutes les formes. Chaque ambassadrice a son nuage, mais ils ont tous un sourire, ils sont tous doux, ils sont jolis, ils sont pleins de vie, et ça permet aussi de rassurer les enfants et de donner des repères qui font du bien en effet. Ouais. Est-ce que tu penses que même à la maison, ça peut être bien aussi que pour les enfants qu'il y ait un rituel, par exemple aussi en rentrant de l'école? Par exemple, parce que je sais, quand on va chercher ces enfants à l'école, que des fois on leur pose des questions un peu bateau, qu'est-ce que t'as mangé à la cantine, et ils ont pas envie de ils savent pas, je sais pas, parce qu'ils s'en foutent en fait. Mais du coup, voilà, est-ce qu'il y a des rituels aussi qu'on peut faire à la maison quand on récupère nos enfants de l'école ou ce genre de choses? Mais c'est ce qu'on essaie de dire dans les ateliers, c'est que tous les rituels qu'on leur transmet, ils peuvent justement les faire à la maison, à l'école, dans la rue avec un copain, dans n'importe quelle situation de la vie. Et souvent, effectivement, le moment où on rentre dans l'école, c'est le moment où les parents ils rentrent aussi du boulot. Tout le monde a sa journée dans les pattes, tout le monde a plein de tensions. Les enfants, ils ont envie d'être avec leurs parents, ils demandent de l'attention. Les parents, on a 1000 trucs à faire, les devoirs, le bain, le repas, le machin, etc. Et du coup, il y a toujours des fois un moment un peu de tension. Donc, on invite vraiment les parents et les enfants à prendre quelques minutes juste pour se reconnecter. Souvent sous forme de jeu ou de faire une boum ou de faire un truc où on va rigoler, on va bouger pour lâcher justement toutes les tensions de la journée, les tensions des enfants comme les tensions des parents, rigoler, parce que quand on rigole, ça défoule aussi. Quand on bouge notre corps, ça permet aussi de nettoyer tout ce qui s'était accumulé dans la journée. Et puis après, les parents, on peut repartir à nos tâches passionnantes de fin de journée. Et les enfants, ils ont été nourris aussi de ce lien-là. Ils ont fait leur petite dose d'ocytocine aussi. Et puis, ils peuvent aussi aller jouer de manière autonome dans leur chambre ou avoir plus envie. Quand on dit va te laver, oui, d'accord, j'y vais. Et en général, ça se passe mieux. Mais c'est important de prendre ce temps de connexion ou juste d'écouter les enfants. Effectivement, quand ils racontent leur journée d'école, ce qu'on fait avec mes filles, c'est qu'est-ce que t'as aimé dans ta journée, au lieu de dire qu'est-ce que t'as fait, je me rappelle plus. Qu'est-ce que t'as aimé? Alors là tout de suite ils ont aimé plein de trucs, apprendre un nouveau truc en maths, jouer dans la cour avec un tel. Ah oui, j'ai aimé manger des frites à midi à la cantine. D'un coup ça revient le repas. Exactement, parce que ça permet aussi de leur apprendre la gratitude. Et nous on commence aussi, qu'est-ce que tu voudrais jeter à la poubelle de ta journée, et d'aller chercher un moment qu'ils ont pas aimé, et du coup ils le jettent à la poubelle, et après il y a ce qu'on a aimé, c'est ce qu'on garde dans notre cœur. Et ça permet aussi de parler, de libérer la parole, d'apprendre aussi peut-être des fois dans la journée, les enfants ils vivent aussi des moments pas cool à l'école, et ils peuvent aussi les raconter par ce moyen-là. Et nous, parents, raconter notre journée aussi, pour qu'il y ait vraiment aussi cet échange sur un pied d'égalité. Et moi aussi, il y a des trucs que je jette à la poubelle de ma journée, et il y a d'autres trucs que je garde dans mon cœur. Et ce temps de partage familial, c'est important. Nous, on fait ça à table, en fait. Okay, en même temps qu'on mange. Et comme ça, on papote, et puis c'est chouette. Un vrai moment de partage, effectivement. Puis j'ai l'impression aussi que dans la formulation au lieu de dire qu'est-ce que tu as fait, et de dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, du coup, on travaille beaucoup plus avec l'émotionnel aussi, j'ai l'impression. Exactement, ouais.
Ouais, puis ça, quand on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a aimées dans notre journée, même si on a le sentiment d'avoir passé une journée pourrie, et ben après, quand on va revivre ces choses-là, on se rappelle, ah oui, ça m'avait fait du bien l'autre jour, justement, quand j'ai mangé des frites à la cantine, et le prochain jour, tu vois qu'il y a encore des frites, et du coup, t'es content d'aller à la cantine, en fait, quoi. Ouais. Ok, c'est chouette. Trop cool. Du coup, on apprend des choses lors des ateliers, donc pour les enfants, ils apprennent donc peut-être à mieux s'exprimer au niveau de leurs émotions, etc. Comment, en tant que parent, on peut aussi faire en sorte que ça perdure, encourager les enfants à continuer à faire ce qu'ils ont appris lors de ces ateliers? Comment on peut aider à faire ça? Le meilleur moyen, c'est de faire les ateliers en duo et d'aller avec ses enfants les faire, parce que là aussi, c'est plein de petits jeux faciles qu'on peut reproduire à la maison. Et je pense que le meilleur moyen pour les parents pour entraîner leurs enfants sur ce chemin-là, c'est de leur montrer l'exemple et de prendre aussi du temps pour eux, pour se faire du bien, pour faire des pauses aussi, pour prendre le temps de respirer, de s'asseoir, de fermer les yeux, de faire un enchaînement de salutations au soleil le matin pour être en forme. Et si les enfants voient les parents qui s'offrent comme ça des petits rituels bien-être régulièrement, naturellement, ils vont avoir envie de faire pareil, en fait. C'est ça, si ma fille, elle me voit faire mes salutations au soleil, elle va aller chercher son tapis de yoga, elle va les faire aussi. Alors que si je lui dis, tiens, vas-y, fais un peu de yoga, tu m'as l'air un peu tendu, elle va me regarder en disant, toi aussi, t'as l'air tendu. Ouais, c'est ça. Détends-toi, toi aussi, maman, quoi. Et je pense que cette valeur d'exemple, elle est hyper importante. Et les enfants, ils apprennent aussi beaucoup par imitation. De la même manière sur les émotions, si moi aussi je vais exprimer mes émotions, j'ai traversé une période de ma vie où j'étais très très triste et j'ai beaucoup pleuré, et du coup de dire à mes filles, voilà, là je suis pas bien, je fais que pleurer, je suis désolée, j'ai besoin d'être un moment toute seule dans ma chambre, je sortirai quand ça ira mieux, les larmes ça nettoie le cœur, voilà, vous inquiétez pas pour moi, il faut que je traverse ça et après ça ira, et du coup de leur montrer aussi que voilà, que c'est ok. Là en l'occurrence l'exemple de pleurer, et du coup quand même ma petite aujourd'hui qui a 8 ans, des fois elle dit aussi je vais un peu dans mon tipi, j'ai besoin d'un moment toute seule, je redescendrai tout à l'heure, de respecter aussi ce truc là. Et quand elle voit que justement je m'isole pour prendre soin de moi, aussi spontanément du coup elle va aussi avoir le réflexe de s'isoler pour prendre soin d'elle, ou au contraire de venir me voir en disant là j'ai besoin d'un câlin, je me sens pas très bien. Okay. Et de pouvoir ouais, c'est ça, montrer l'exemple, je pense que c'est hyper important. Ouais, effectivement. Oui, puis ça doit, ça leur donne l'exemple en fait finalement, et ça rejoint aussi le fait de au lieu de dire aux enfants tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, effectivement le faire. Et du coup ils le font aussi spontanément, quoi. Ouais. Oui, quand on leur dit de le faire, c'est qu'ils savent que ça nous fait du bien, ils nous voient le faire aussi, donc c'est cohérent aussi avec avec le mode éducatif global, on va dire. Ouais, être aligné. Exactement. Pour revenir sur tes ateliers, tu as divisé du coup les ateliers donc par tranche d'âge. Donc tu as parlé des mini, des juniors, des ados et des cercles de femmes, mais du coup c'est autre chose. Est-ce que tu as des exemples d'exercices ou de jeux que vous faites lors des ateliers et que du coup on peut répéter aussi à la maison? Les rituels du coup sont différents. Ouais. Ils commencent tous toujours par ce tour de présentation avec les émotions, et ils se terminent tous par la relaxation. Par exemple, pour les ados, on a plus de temps lié au corps, des enchaînements de kung-fu, des enchaînements de yoga. Quand on est ado, on a plein de bouleversements dans notre corps, on grandit, la puberté, les hormones, etc. Donc essayer aussi vraiment de connecter les ados à ce corps qui change. Les petits, on a des temps de jeu, on a un rituel qui s'appelle le yoga boom badaboom. Okay. Donc on fait un petit enchaînement de yoga aussi, et c'est trop mignon de les voir faire les postures. Pour les femmes, on a plus de temps de parole. Il y a 3 cercles de parole qui sont répartis tout au long de l'atelier, parce que les femmes, elles ont aussi ce besoin de parler. On est des pipelettes, on le sait, mais voilà, de pouvoir aussi se déposer. Des fois, souvent même, on se rend compte que c'est plus facile aussi de se confier à des personnes qu'on connaît pas, parce que justement, on est dans un cercle où on se sent en sécurité, où on se sent en confiance, et on peut aussi des fois lâcher des choses intimes face à de parfaites inconnues qu'on n'arrive pas à dire à notre meilleure copine. Donc il y a vraiment ce côté de libération de la parole. Du coup ça varie dans les ateliers qu'on fait dans les écoles. On adapte aussi selon si on sent que les enfants ils sont un peu excités, un peu plein de tension, ou au contraire qu'ils sont fatigués après la journée d'école. Donc les rituels peuvent vraiment être
pour vraiment être varié, et c'est ça qui est chouette aussi pour nous de transmettre en fonction de l'âge, quoi. Ouais. T'as un exemple de jeu qu'on peut faire à la maison? Alors il y en a un jeu qu'on adore, qu'on fait dans les ateliers en duo, s'appelle le karaté chaussette. Okay. C'est Catherine de Montaille-Crémer qui a transmis ce rituel-là qu'elle faisait avec sa fille. En fait, il faut s'asseoir face à face, le parent et l'enfant. Donc on se met en chaussettes et le but c'est d'enlever les chaussettes de l'autre. Okay. Donc c'est hyper drôle parce que forcément ça part en bataille de guilis et ça crée le contact aussi. Et ça peut être un rituel sympa sur le temps de reconnexion le soir dont je parlais tout à l'heure là. Alors on laisse gagner nos enfants, mais on gagne aussi quand même des fois, voilà. Et c'est vrai que ça c'est le genre de rituel qui fait rire, qui crée du contact et qui est sympa à partager, ouais. Ouais, effectivement, j'imagine bien rentrer du travail, on enlève les chaussures et ça part sur celui qui arrivera à enlever les chaussettes de l'autre. Ouais, c'est rigolo. Ok, c'est cool. Donc ça c'est plus avec les petits quand même. Je pense que notre ado aussi. Des fois, alors les ados ils vont être moins volontaires, ils vont râler un peu au début. Il faut le faire en famille en fait. Ouais. Des fois, on le fait à 3 avec mes filles. Ma grande, elle est contente aussi de le faire et elle rigole aussi, quoi. Ok. Ouais, ça c'est sympa, ouais. Ok. Et est-ce que tu as d'autres exercices peut-être à nous partager qu'on peut faire en fonction peut-être plus des tranches d'âge, tu vois, des exercices qu'on peut faire avec les petits ou plus avec les petits, ce qu'on peut faire aussi, c'est la respiration avec le doudou qu'on met sur le ventre. Donc ils s'allongent et on leur met un doudou, une peluche sur le ventre et on les invite vraiment à inspirer profondément et expirer profondément et de regarder leur ventre qui monte et qui descend, et du coup il y a la peluche qui monte et qui descend aussi, et ça permet de visualiser que vraiment il se passe quelque chose au niveau de la respiration, et c'est ludique avec la petite peluche qui monte et qui descend sur le ventre, et de leur montrer que que respirer profondément, se poser, ça fait du bien, ça permet de se détendre, de se ressourcer, et ça ils aiment bien le faire aussi. Ouais. C'est un rituel qui est chouette. Ouais, ça doit les aider à s'apaiser beaucoup. Et tu le préconises aussi de le faire, par exemple, pour les enfants qui ont du mal à s'endormir, oui, ça peut faire du bien aussi, de respirer profondément avant de s'endormir, ouais, complètement, ouais. Ouais, pour les plus petits. Ok. Donc, je fais un tour de mes questions. Est-ce que tu as des exemples de questions aussi qu'on peut poser à nos enfants? Tu vois, tu as dit tout à l'heure, donc quand ils rentrent de l'école, leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Mais par exemple, quand on sent que notre enfant a une émotion, mais que peut-être qu'il n'ose pas l'exprimer, ou voilà, comment est-ce qu'on peut le guider, ou quel genre de questions on peut lui poser pour... Je pense que la question, c'est comment tu te sens? Comment tu te sens dans ton cœur? Comment tu te sens dans ton corps? Et ça permet l'enfant du coup réfléchit et s'interroge et regarde à l'intérieur de lui-même et se dire comment je sens, soit je sais pas, soit de dire oui, je sens que là j'ai mal au ventre, je me sens toute tendue dans mon corps, je me sens énervée ou je me sens triste, peu importe si on sait la raison ou pas, mais d'identifier que voilà, il y a quelque chose qui est niché par là. On aime bien dans les ateliers aussi, on parle de la maison des émotions qui est située au niveau du plexus solaire en fait, et de leur dire dans ta maison des émotions, il y a plein d'émotions qui passent, des petites, des grosses, des agréables, des désagréables. Et au bout d'un moment, quand il y a plein d'émotions, parce que justement on les a pas accueillies, on s'est pas laissé traverser par elles, c'est un peu le bazar dans la maison des émotions en fait. Donc si t'as besoin de pleurer, pleure. Du coup, ça va nettoyer la maison des émotions. La tristesse, elle va partir. Si tu es en colère, peut-être qu'il faut que t'ailles taper des pieds, que t'ailles dehors et que tu cries très fort. Pour justement sortir et que cette maison des émotions, ça puisse circuler en fait, circuler à l'intérieur. Donc souvent en donnant des exemples comme ça, des images, ça aide aussi les enfants. Mais la question comment tu te sens dans ton cœur, comment tu te sens dans ton corps, je pense que c'est des petites questions qui sont simples et qui font réfléchir les enfants. Ouais. Et après, est-ce que tu préconises du coup juste d'être dans une posture d'écoute, ou est-ce que les conseiller, ça a leur place, mais sans du coup chercher à les influencer, mais comment est-ce qu'on peut les aider une fois qu'ils se sont peut-être livrés à nous? D'écouter ce que tu dis, c'est hyper important. Juste des fois ils ont juste besoin de se sentir écouté, de se sentir entendu. Pas forcément besoin de conseils ou ou alors ils vont demander, ou alors au contraire les inviter, tiens, ok, maintenant qu'est-ce que tu pourrais faire pour dépasser ça, qu'est-ce que tu pourrais faire, et les aider à réfléchir et à trouver les solutions par eux-mêmes aussi. Alors c'est difficile en tant que parent, parce que premier truc, on a envie de leur donner des solutions, mais s'ils expérimentent par eux-mêmes,
en leur laissant aussi le droit à l'erreur. Des fois, on sait que ce qu'ils ont dit, c'est pas forcément la bonne solution, mais s'ils sont pas en danger, on va leur laisser faire le truc, justement pour qu'ils expérimentent. Peut-être que nous, on peut se tromper, que ça peut leur faire du bien aussi. Et puis voilà, c'est vraiment, je pense que l'expérience personnelle, elle est hyper importante. Leur montrer qu'on leur fait confiance sur leur choix, voilà, qu'on les guide, qu'on est là s'ils ont besoin. Et d'être toujours un peu, c'est Isabelle Filosa qui dit qu'on est le porte-avions en fait, quoi, qu'on est toujours là et ils s'en vont, ils reviennent, mais nous on est là, on bouge pas et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous en fait, quoi. Okay. Mais d'écouter, je pense que c'est hyper important. Écouter, du coup plus poser des questions que donner des réponses. Ouais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, non, comme tout. Et le plus grand conseil que j'aurais envie de donner aux parents, c'est de faire des câlins surtout. Ouais. Et on a dans nos ateliers, on fait le câlin magique. Et ça aussi, c'est bien pour s'endormir. Tout à l'heure, tu parlais de l'endormissement. On prend notre enfant sur nos genoux, face à face, cœur contre cœur, et on va essayer de synchroniser notre respiration. On peut se chuchoter des petits mots d'amour à l'oreille. Et surtout, on essaie que le câlin il dure au moins 20 secondes. Parce que au-delà de 20 secondes, il y a suffisamment d'ocytocine qui est libérée et qui va contrer les effets du cortisol, qui est l'hormone du stress. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. Et ça va aider, si on le fait le soir, ça va aider les enfants à s'endormir dans la sérénité. En théorie, ils sont pas censés se relever 10 fois parce qu'ils ont encore envie de faire pipi, ils ont encore soif, ils veulent lire encore une 4e histoire, etc. Et tout le monde est apaisé et ce câlin magique, ça fait vraiment du bien. Et ça marche aussi après un bobo, par exemple, un enfant qui est tombé. Plutôt que de dire t'as rien, ça va passer, c'est de dire aussi oh là là, ça a dû te faire mal, montre-moi où est-ce que t'as mal. Ah oui, tu vas avoir une petite bosse sur le genou, et viens on fait un câlin, et là aussi ça va rassurer l'enfant en fait. Ou après une grosse émotion, des fois il y a des tout petits qui sont très 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 en colère, des fois de les contenir contre nous, même si on se prend des coups de pied et des baffes en même temps. Je faisais ça beaucoup avec ma petite et de la bloquer contre moi en fait pour que l'apaiser justement comme ça petit à petit. Et le câlin magique. C'est assez radical. Ouais. Okay. Oui, puis aussi le fait de l'avoir contre soi, elle doit sentir aussi une autre énergie que toute cette émotion de colère qui bouillonne et elle sait pas comment faire. Et puis d'être enveloppée aussi, ça rassure aussi. Ouais, ça doit faire un gros sentiment de sécurité. Câlin koala, c'est câlin magique. Câlin magique. Ouais. Ouais, c'est câlin koala et nous on appelle ça le câlin magique. Ouais, d'accord, oui, forcément. Ok, super. Je trouve que c'est une bonne pratique à faire. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a des ateliers partout en France et dans le monde, qu'il y a plus de presque 800 personnes qui ont été formées depuis 2015, la date de création de MMM, et que il y en a beaucoup en France, en Suisse, en Belgique et sur les 5 continents. Il y a des petits points magiques un peu partout, et d'aller participer à un atelier pour apprendre aussi des nouvelles techniques et là aussi les expérimenter. Quand on les a fait une fois en atelier, on s'en rappelle, du coup on a envie de les refaire à la maison. Et que ce soit des petites postures de yoga, que ce soit le temps de se poser pour faire un dessin, de se faire des petits automassages aussi, ça fait du bien. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre dans les ateliers, c'est d'apprendre des ressources qu'on peut réutiliser tout seul dans la vraie vie. Parce que si les enfants apprennent à faire tout ça quand ils sont enfants, c'est des réflexes qui sont ça devient des réflexes qui sont intégrés et qui sont inscrits, c'est ça. Et que du coup, quand on est adulte, on a déjà tout ça comme bagage, on n'est pas obligé de recommencer. Moi qui ai découvert tout cet univers sur le tard, ce qui m'a aussi motivée à créer tout ça, c'est de me dire si j'avais appris toutes ces ressources quand j'étais petite, mais alors pas que ma vie aurait été différente, mais peut-être, mais j'aurais sans doute fait aussi d'autres choix ou je sais pas quoi, et puis ça m'aurait aidé aussi à être bien. Donc c'est vraiment ce qui m'anime, de donner ces outils aux enfants et pour que ça fasse des enfants et des adultes qui sont forts, qui sont épanouis, qui sont autonomes, confiants, bien dans leur basket et qui ont confiance en eux et qui c'est ça. Puis j'ai vraiment l'impression que ça vient agir, tu vois, pour reprendre peut-être la pyramide de Maslow, mais la pyramide des besoins finalement, on vient vraiment agir sur le socle, le pilier, mais du coup ça permet pour l'enfant de créer un socle vraiment stable. Sur lequel on est parti des besoins aussi de Maslow quand on a créé les ateliers justement. Oui, forcément, ça répond vraiment aux besoins basiques, identitaires même de l'enfant, du je suis reconnu, je suis aimé. Tout à fait. Donc franchement, je suis deg, j'aurais aimé avoir 15 ans de moins et let's go. Mais t'as fait les ateliers même au féminin, c'est parfait. Oui, c'est ça, on va faire ça. Ça va être cool. Est-ce que, je crois pas qu'il y ait des exercices que tu aies partagés en vidéo ou ça
Non, je fais pas un livre. Il y a un livre, je crois. J'ai fait un livre, avec Mes moments magiques, qui est Massé. sorti. Le livre, il est sorti en 2019, je crois. Je fais un jeu de cartes aussi qui s'appelle Les Voyageurs du Bonheur, qui est sorti en 2018. C'est un oracle pour enfants, c'est ça? Okay. C'est à la fois oracle et jeu de cette famille. Ouais. Et puis. Après, non, des rituels en vidéo, j'en fais pas trop. Je fais des ateliers en ligne. On en a fait pendant le confinement, on en a fait beaucoup. Sur des sommets en ligne aussi, on participe régulièrement. Et là, du coup, on va montrer des rituels. Après, je transmets pas trop ça. J'ai plutôt envie que les gens ils viennent dans les ateliers et qu'on soit dans la vraie expérience de la vraie vie en fait. Ouais, d'accord. Donc effectivement, pour les personnes qui, par exemple, il y en a partout dans le monde, tu nous as dit. Mais si par exemple on habite à Saint-Jean de fin fond de la Forêt-Ville, que du coup c'est peut-être, on est peut-être un peu loin de quelqu'un qui a été formé. On peut du coup participer à ces ateliers en ligne, c'est ça? Non, ça on les a que pendant le confinement en fait. D'accord. Après à ce moment-là, c'est d'acheter le livre et les enfants peuvent être autonomes sur le livre aussi pour faire les rituels. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres livres peut-être à nous conseiller? Tu nous as beaucoup parlé d'Isabelle Filiosa. Après, il y en a plein maintenant, des livres au niveau de la parentalité, du bien-être et tout. Autant quand j'ai lancé MMM il y a 8 ans, c'était pas du tout, c'était vraiment les prémices, il se passait pas grand-chose. Maintenant, tout le monde, enfin pas tout le monde fait ça, mais presque en fait. Donc dans n'importe quelle librairie, il y a un rayon de développement personnel qui est énorme, il y a un rayon de parentalité qui est énorme. Il y a des nouveaux livres qui sortent tous les jours dessus. Quoi. Est-ce qu'il y en a un qui tient particulièrement à cœur que tu aimerais nous partager, un ou deux? Je sais pas, il y en a tellement en fait. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je regarde autour de moi dans la bibliothèque. Après, non, les livres d'Isabelle Filiosa, je les aime vraiment beaucoup. Il y a la trilogie de Il me cherche, j'ai tout essayé, et le dernier sur les ados, je sais plus comment il s'appelle, qui est sous forme de BD qu'on peut lire avec les enfants. Qui est hyper bien fait et qui montre vraiment le point de vue de l'enfant et le point de vue du parent et qui donne des clés concrètes. Moi, ces livres m'ont énormément aidé dans ma vie de maman. Ouais, s'il y en a que j'ai envie de recommander, c'est ceux-là, ouais. Ok. Bon, je mettrai en description. Et pour les personnes comme moi, que c'est pas l'heure actuelle aussi, ça peut être aussi intéressant ou pas, tu penses? Non, c'est à regarder quand c'est le moment. Ouais, quand on est maman. Quand on est maman. Après, tu peux t'éveiller un peu ça avant de devenir maman, mais je pense que quand t'es maman ou que déjà que t'es enceinte, là t'es vraiment dans le vif du sujet et ça te concerne directement. Oui, puis dans tous les cas, tu dois avoir plein d'interrogations d'un coup qui arrivent et tu dois avoir envie de te nourrir. Ok, trop chouette. Écoute, j'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Ah, une terre happy. Alors c'est rigolo que tu me poses cette question parce que depuis début 1er janvier, on plante des arbres. Ok. À chaque fois que j'ai une nouvelle ambassadrice qui s'inscrit ou une ambassadrice qui renouvelle sa licence, MMM plante un arbre. Ah, trop chouette. Dans une forêt dans le Vaucluse. Parce que je pars du principe que quand on œuvre pour les enfants, on se doit d'agir aussi pour notre terre. Et des fois je me dis mon Dieu, mais c'est quoi ce monde qu'on laisse à nos enfants? Donc voilà, essayer d'agir aussi. Et je pense que mon principe, c'est que si tout le monde fait un petit peu, si tout le monde fait un petit truc, au final, ça fait vraiment, c'est comme le colibri en fait, ça fait vraiment un changement. Et chacun va aller choisir son domaine d'action. Il y en a qui vont plus être, je sais pas, sur le recyclage, d'autres plus sur les cosmétiques qu'ils fabriquent à la maison, d'autres qui vont faire attention à la nature, qui vont justement aller faire des opérations ramassage de déchets. Il y en a qui vont faire que du vélo pour pas polluer. Chacun fait sa part en fait à son niveau, à son envie. La part peut varier aussi en fonction de la vie, mais si tout le monde fait un petit peu, effectivement, à la fin, la terre, elle est happy, comme tu dis. Voilà. Ok, trop chouette. Merci beaucoup, Juliette. J'ai adoré parler de tout ça avec toi. Merci à toi, Lily Rose. Merci. À plus.